Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur l'éveil, la conscience et l'empathie. Si vous croyez encore que s'éveiller signifie devenir plus doux, plus calme, plus spirituel ou simplement plus gentil avec le monde, alors vous êtes déjà en retard d'une compréhension essentielle. Carl Jung a mis au jour une vérité profondément dérangeante, une vérité que peu de gens sont prêts à entendre, encore moins à intégrer. L'éveil authentique de l'empathie ne rend pas inoffensif. Il rend lucide. Et la lucidité, dans un monde fondé sur l'illusion, est une force radicale. Jung a découvert que les empathes réellement éveillés ne deviennent pas simplement plus compatissants ou plus sensibles. Ils franchissent un seuil psychologique qui les fait fonctionner à un niveau de conscience entièrement différent de celui de la majorité des êtres humains. Ce changement n'a rien de paisible. Il est brutal, profond, irréversible. Ces individus développent des capacités mentales et perceptives si avancées qu'elles peuvent sembler déstabilisantes, voire menaçantes, pour ceux qui vivent encore dans une conscience ordinaire. Et c'est précisément pour cette raison que Jung les considérait à la fois comme les plus dangereux et les plus nécessaires au sein de tout système humain. Pendant des années, Carl Jung a étudié des femmes et des hommes ayant traversé ce qu'il appelait le processus d'individuation, ce long et exigeant chemin vers la totalité psychologique. Ce qu'il a observé a bouleversé la psychologie classique. Ces empathes éveillés ne se contentaient pas de guérir leur traumatisme, de comprendre leurs blessures ou de développer une meilleure intelligence émotionnelle. Ils transformaient leur sensibilité en quelque chose de radicalement différent. Une forme de perception élargie qui, pour un esprit non préparé, pouvait ressembler à des capacités presque surhumaines. Et si vous avez traversé l'éveil sans le nommer, si vous êtes passé par une période de destruction intérieure suivie d'une reconstruction complète, si vous avez eu l'impression de mourir symboliquement pour renaître comme une version de vous-même que même votre passé ne reconnaît plus, alors il est possible que vous possédiez déjà ces capacités sans en avoir pleinement conscience. Beaucoup d'empathes éveillés ignorent la nature réelle de ce qu'ils ont développé, parce que personne ne leur a jamais donné les mots pour le comprendre. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 5 pouvoirs cachés que seuls les empathes éveillés manifestent réellement. Pas des idées abstraites, pas des concepts spirituels vagues, mais des capacités psychologiques concrètes que Jung considérait comme évolutionnairement avancées. Chaque pouvoir correspond à un niveau de conscience que la majorité des êtres humains n'atteignent jamais. Et surtout, nous verrons ce que cela signifie si vous commencez à reconnaître ces signes en vous. Mais avant d'aller plus loin, il est essentiel de comprendre une chose. Ce contenu n'est pas destiné à flatter l'ego ou à donner l'illusion d'une supériorité spirituelle. Il s'adresse à celles et ceux qui sentent déjà, souvent dans le silence et l'isolement, qu'ils fonctionnent différemment, qu'ils voient ce que les autres ne voient pas, et qu'ils emportent parfois le poids sans en comprendre la raison. Si ce sujet résonne en vous, si vous cherchez des clés pour mettre des mots sur votre expérience intérieure, alors prenez une seconde maintenant pour vous abonner à la chaîne. Vous trouverez ici des contenus conçus pour celles et ceux qui ne se reconnaissent plus dans les explications superficielles et qui veulent comprendre en profondeur ce qui leur arrive réellement. Le premier pouvoir caché que Jung a identifié chez les empathes éveillés est la reconnaissance instantanée des schémas, tous domaines confondus. Jung observait que ces individus développaient ce qu'il appelait une perception omnidirectionnelle, une capacité à détecter simultanément les structures psychologiques, relationnelles, systémiques et énergétiques à l'œuvre dans une situation donnée. Là où la plupart des gens voient une conversation anodine, l'empathe éveillé perçoit un ensemble de dynamiques complexes en interaction. Vous rencontrez quelqu'un et, en l'espace de quelques minutes, vous avez déjà identifié son style d'attachement, repéré sa blessure centrale, anticipé sa réaction probable en situation de conflit et évalué s'il représente une présence sûre ou potentiellement dangereuse. Et le plus troublant, c'est que ces perceptions s'avèrent juste avec une précision qui dépasse largement ce que le hasard ou l'intuition floue pourrait expliquer. Il ne s'agit pas de suppositions ni de ressentis vagues. C'est une connaissance structurée, immédiate, complète, qui surgit sans effort conscient. Vous êtes capable de lire l'histoire relationnelle entière d'une personne à travers la manière dont elle se présente, dont elle parle, dont elle évite certains sujets. Vous pouvez pressentir le dysfonctionnement d'une organisation après une seule réunion, sentir les non-dits d'une famille en quelques heures, anticiper l'échec d'un projet avant même que les premiers signes visibles n'apparaissent. Ce qui rend cette capacité si déstabilisante, c'est qu'elle opère sur plusieurs niveaux à la fois, le conscient et l'inconscient, ce qui est exprimé et ce qui est dissimulé, l'individu et le système dans lequel il évolue. Selon Jung, cette aptitude se développe parce que l'empathe éveillé a été exposé, souvent malgré lui, à une multitude de schémas de dysfonctionnement. Son psychisme a accumulé une immense base de données internes. Vous avez vécu la manipulation narcissique, ce qui vous permet d'en reconnaître les signaux dès leur première manifestation. Vous avez été le bouc émissaire dans un système familial,
ce qui vous rend capable d'identifier instantanément cette dynamique dans n'importe quel groupe. Vous avez traversé des relations toxiques, ce qui vous permet de prédire le cycle avant même qu'il ne s'enclenche. Mais Jung allait encore plus loin. Il estimait que cette reconnaissance des schémas ne reposait pas uniquement sur l'expérience personnelle. Les empathes éveillés développent un accès direct à ce qu'il appelait l'inconscient collectif, ce réservoir universel de structures archétypales communes à toute l'humanité. Vous ne reconnaissez pas seulement ce que vous avez déjà vécu. Vous identifiez des motifs universels qui traversent les cultures, les époques et les contextes. C'est ce qui explique pourquoi vous pouvez comprendre profondément quelqu'un issu d'un milieu totalement différent du vôtre, sans partager son histoire ni ses références. Cette capacité est dite cachée parce que les empathes éveillés apprennent très tôt à la dissimuler. Vous avez compris que dire aux autres ce que vous percevez les met mal à l'aise, les rend défensifs ou méfiants. Alors vous vous taisez. Vous observez. Vous laissez le temps confirmer ce que vous saviez déjà, sans jamais avoir besoin de dire « je te l'avais dit ». Jung insistait pourtant sur un point fondamental, cette capacité est réelle, fonctionnelle et essentielle. Elle permet de voir ce que d'autres ignorent, de se protéger et de protéger autrui de dynamiques destructrices, d'identifier les personnes toxiques avant qu'elles ne fassent des dégâts, et de détecter le danger là où tout semble normal en surface. Un empathe éveillé doté de ce pouvoir devient extrêmement difficile à tromper. Il a déjà vu toutes les formes de manipulation, tous les masques, toutes les stratégies de contrôle émotionnel. Peu importe le déguisement, le schéma est reconnu immédiatement. Et ce n'est que le début. Le deuxième pouvoir caché que Carl Jung a observé chez les empathes véritablement éveillés marque une rupture radicale avec la façon dont l'empathie est généralement vécue. Avant l'éveil, l'empathie est souvent une malédiction déguisée. Vous ressentez tout. Vous absorbez tout. Les émotions des autres deviennent votre charge, leurs conflits deviennent votre poids, leurs douleurs s'installent dans votre corps comme si elles vous appartenaient. Après chaque interaction, vous vous sentez vidé, fatigué, parfois même confus sans comprendre pourquoi. Jung considérait cet état comme une empathie immature, non intégrée, dangereuse pour celui qui la porte. Mais chez l'empathe éveillé, quelque chose change fondamentalement. L'empathie ne fonctionne plus comme une éponge, mais comme un système de transformation. Jung appelait cela l'empathie alchimique. Une capacité rare à ressentir profondément sans absorber, à percevoir intensément sans se laisser envahir, à traverser l'énergie émotionnelle sans s'y noyer. Ce n'est pas une insensibilité. C'est une maîtrise. L'empathe éveillé ressent toujours tout, parfois même plus intensément qu'avant. La différence, c'est que cette énergie ne s'accroche plus à lui. Elle traverse son système psychique, est comprise, intégrée, puis relâchée. Là où l'empathe non éveillé fusionne avec l'émotion de l'autre, l'empathe éveillé maintient une distance intérieure claire. Il est présent sans se dissoudre. Il accueille sans se sacrifier. Il comprend sans porter. Jung expliquait que cette transformation repose sur ce qu'il appelait la position de témoin conscient. L'empathe éveillé n'est plus confondu avec ce qu'il ressent. Il observe l'émotion tout en la traversant. La tristesse de l'autre est perçue dans toute sa profondeur, mais elle ne devient pas une tristesse personnelle. La colère de l'autre est comprise dans sa structure, ses causes, ses mécanismes, sans s'imprimer dans le corps comme une charge persistante. Ce changement est subtil, mais absolument décisif. C'est ce qui permet à l'empathe éveillé de rester pleinement présent face à des souffrances émotionnelles extrêmes sans se dissocier, sans se fermer et sans s'effondrer. Vous pouvez aujourd'hui être assis face à quelqu'un en détresse profonde, ressentir chaque nuance de sa douleur, tout en restant solidement ancré dans votre propre centre. Vous ne vous perdez plus dans l'autre. Vous ne vous abandonnez plus à l'émotion. Vous la laissez circuler. Cette capacité est précisément ce qui distingue l'empathie destructrice de l'empathie mature. L'empathie non intégrée détruit parce qu'elle confond la compréhension avec le sacrifice. L'empathie éveillée transforme parce qu'elle comprend que ressentir n'implique pas de porter. Jung comparait ce processus à l'alchimie médiévale. De la même manière que les alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or, l'empathe éveillée transforme l'énergie émotionnelle brute en clarté, en sagesse ou en neutralité consciente. Cette transmutation ne s'applique pas seulement aux émotions intenses comme la tristesse ou la peur. Elle est particulièrement visible face aux personnalités toxiques et aux dynamiques de prédation émotionnelle. Avant l'éveil, ces personnes vous vidaient littéralement. Leurs besoins d'attention, leur chaos émotionnel, leur manipulation constante consommaient votre énergie sans limite. Après l'éveil, leurs tentatives n'ont plus le même effet. L'énergie qu'ils cherchent à extraire ne trouve plus de prise.
Jung parlait ici d'un véritable système immunitaire psychique. L'empathe éveillé reconnaît instantanément les schémas parasitaires, les identifie et les neutralise sans effort conscient. Il n'y a plus de lutte, plus de résistance dramatique, plus de confrontation inutile. L'énergie toxique est soit réfléchie, soit transformée, mais elle n'est plus absorbée. Les tentatives de vampirisation échouent parce qu'il n'y a plus de point d'ancrage. Ce pouvoir rend possible ce qui était auparavant intenable. Vous pouvez évoluer dans des environnements émotionnellement lourds sans vous contaminer. Vous pouvez travailler dans des métiers d'aide, d'accompagnement ou de responsabilité sans sombrer dans l'épuisement chronique. Vous pouvez maintenir des relations avec des personnes difficiles sans être détruit par leurs projections. Vous pouvez traverser des contextes toxiques sans perdre votre stabilité intérieure. Mais ce pouvoir a un coût psychologique souvent sous-estimé. Parce que vous ne réagissez plus comme avant, les autres peuvent vous percevoir comme froid, distant ou indifférent. Ils s'attendent à ce que vous soyez submergé par ce qui les submerge. Ils projettent sur vous leur propre manière de vivre l'émotion. Et comme ils ne peuvent pas voir votre processus intérieur, ils interprètent votre stabilité comme un manque de compassion. La réalité est exactement inverse. Vous ressentez tout ce qu'ils ressentent, mais vous le traitez différemment. Vous ne dramatisez plus. Vous ne vous noyez plus. Vous n'externalisez plus la douleur. Vous la traversez. Cette différence crée une distance invisible, parfois une incompréhension profonde, qui contribue à l'isolement de l'empathe éveillé. Jung insistait sur un point crucial, cette capacité ne signifie pas que l'empathe éveillé est insensible ou détaché du monde. Elle signifie qu'il a appris à respecter ses limites internes sans fermer son cœur. Il est ouvert sans être perméable, présent sans être envahi, solide sans être rigide. Cette forme d'empathie n'est pas passive. Elle est active, consciente et profondément transformatrice. Et ce pouvoir n'est pas un don mystique. Il est le résultat direct de l'intégration psychologique. Il apparaît lorsque l'individu cesse de confondre amour et auto-annulation, compassion et autodestruction. Il marque la fin de l'ère où la sensibilité était vécue comme une faiblesse et le début d'une sensibilité maîtrisée, capable de rester debout au cœur du chaos sans s'y perdre. Ce deuxième pouvoir prépare le terrain pour les suivants. Car une fois que l'empathe cesse d'absorber, il devient capable d'influencer sans se sacrifier, de catalyser sans se perdre, et d'exister dans le monde avec une force calme que peu de gens comprennent réellement. Le troisième pouvoir caché identifié par Carl Jung chez les empathes éveillés est sans doute l'un des plus puissants, mais aussi l'un des plus douloureux à porter. Il ne s'agit plus ici de ce que vous percevez, ni de la manière dont vous gérez l'énergie émotionnelle, mais de l'effet direct que votre simple présence exerce sur les autres. Jung a observé que les empathes ayant traversé le processus d'individuation émettent ce qu'il appelait une fréquence transformative, une qualité de présence qui agit comme un catalyseur psychologique sur les personnes qui les entourent. Ce pouvoir ne dépend pas de ce que vous dites, ni de ce que vous faites consciemment. Il ne repose pas sur le conseil, l'enseignement ou l'intervention volontaire. Il opère silencieusement, parfois même à votre insu. Votre seule existence dans la vie de quelqu'un suffit à accélérer son évolution intérieure, à faire remonter à la surface ce qui était refoulé, à forcer une confrontation avec des vérités longtemps évitées. Vous ne cherchez pas à provoquer le changement. Vous le déclenchez simplement en étant là. Si vous êtes un empathe éveillé, vous avez probablement déjà constaté ce phénomène sans pouvoir l'expliquer. Des personnes entrent dans votre vie et, peu de temps après, traversent des bouleversements majeurs. Elles quittent des relations qui ne tenaient plus. Elles abandonnent des carrières qui les étouffaient. Elles affrontent des conflits familiaux qu'elles repoussaient depuis des années. Elles sont contraintes de regarder leur ombre, leurs contradictions, leurs mensonges intérieurs. Et très souvent, elles vous diront que votre présence les a poussées à se poser des questions qu'elles n'osaient jamais formuler auparavant, même si vous n'avez jamais donné le moindre conseil. Jung expliquait ce phénomène par le principe de résonance. L'empathe éveillé vibre à une fréquence d'authenticité et de cohérence intérieure extrêmement rare dans la vie ordinaire. Il incarne une forme de congruence entre ce qu'il est, ce qu'il ressent et ce qu'il vit. Lorsque quelqu'un entre en contact avec cette fréquence, quelque chose en lui reconnaît cette possibilité comme réelle. Il voit, parfois pour la première fois, qu'une autre manière d'exister est possible. Et cette reconnaissance agit comme une graine qui commence à germer. Cette présence catalytique donne inconsciemment la permission de changer. Elle brise les justifications internes, fissure les rationalisations, rend l'auto-illusion plus difficile à maintenir. Ce n'est pas un processus confortable. L'éveil ne l'est jamais. Et c'est là que ce pouvoir devient douloureux.
car les personnes que vous catalysez ne sont pas toujours prêtes à assumer les conséquences de leur transformation. Jung a documenté de nombreux cas où ces patients éveillés devenaient des figures centrales dans le processus d'éveil d'autrui, jouant le rôle de miroir, de déclencheur ou de guide temporaire. La relation devenait intense, parfois profondément significative, presque fusionnelle sur le plan psychologique. Mais une fois que la transformation était suffisamment intégrée, la relation se dissolvait. Parfois doucement, parfois de manière brutale et incompréhensible. L'empathe éveillé n'était plus nécessaire. Sa fonction avait été remplie. Ce schéma crée une forme de solitude très particulière. Vous traversez la vie en déclenchant des renaissances psychologiques, en observant les autres se reconstruire, puis en étant laissés derrière lorsque leur nouvelle réalité n'a plus besoin de votre présence. Vous êtes essentiel au moment de la fracture, mais souvent absent de la reconstruction finale. Jung comparait ce rôle à celui d'un séisme intérieur. Indispensable pour provoquer le changement, mais invisible une fois que la poussière retombe. Ce pouvoir ne peut pas être activé ou désactivé à volonté. Jung était très clair sur ce point. Si vous êtes éveillé, vous émettez cette fréquence en permanence. Les personnes prêtes à évoluer seront naturellement attirées vers vous. Celles qui ne le sont pas ressentiront un malaise diffus et vous éviteront sans toujours comprendre pourquoi. Quant à celles qui se trouvent au milieu du processus d'éveil, elles s'attacheront intensément à vous jusqu'à ce que leur transformation soit suffisamment avancée, puis elles partiront. L'un des apprentissages les plus difficiles pour l'empathe éveillé est d'accepter cette fonction sans chercher à la transformer. Vous n'êtes pas toujours destiné à être un compagnon de route à long terme. Votre rôle est souvent de déclencher, pas d'accompagner jusqu'au bout. Et résister à cette réalité crée de la souffrance inutile. Vouloir maintenir des liens durables avec des personnes que vous avez catalysées revient souvent à s'accrocher à un rôle qui n'est plus le vôtre. Cette dynamique impose un lâcher-prise profond. Elle oblige l'empathe éveillé à renoncer au besoin d'être reconnu, remercié ou intégré dans la nouvelle vie de ceux qui l'a aidé à s'éveiller. Jung soulignait que cette acceptation est une étape clé de la maturité psychologique. Comprendre que votre valeur ne réside pas dans la durée des relations, mais dans l'impact transformateur de votre présence. Ce pouvoir explique pourquoi tant d'empathes éveillés traversent des périodes de solitude intense. Non pas parce qu'ils sont incapables de lien, mais parce que leur présence agit comme un accélérateur d'évolution. Et l'évolution, pour beaucoup, est une phase transitoire, pas un état dans lequel ils souhaitent rester longtemps au contact de celui qui l'a déclenché. Cette solitude n'est pas un échec relationnel. C'est une conséquence directe d'un rôle psychologique rare. Jung insistait sur le fait que l'empathe éveillé doit apprendre à honorer cette fonction sans se définir par elle. Vous êtes un catalyseur, pas un sauveur. Un déclencheur, pas une béquille. Accepter cette réalité permet de retrouver un équilibre intérieur et de cesser de prendre personnellement les départs qui suivent souvent les transformations profondes. Ce troisième pouvoir prépare à une étape encore plus radicale. Car une fois que vous comprenez l'effet que vous avez sur les autres, vous commencez à voir avec une clarté implacable les mécanismes de contrôle, de manipulation et de conditionnement qui structurent la plupart des relations humaines. Et c'est précisément ce qui mène au quatrième pouvoir caché. Le quatrième pouvoir caché que Carl Jung a identifié chez les empathes éveillés marque un point de non-retour dans le développement de la conscience. Il s'agit de ce qu'il appelait la souveraineté psychologique. À ce stade, la manipulation cesse tout simplement de fonctionner. Non pas parce que vous luttez contre elle, ni parce que vous vous protégez activement, mais parce que votre psyché est devenue fondamentalement immunisée. Les leviers classiques du contrôle émotionnel n'ont plus de prise. La culpabilité ne vous emprisonne plus. La honte ne s'accroche plus. Les tentatives de manipulation mentale deviennent immédiatement visibles, presque prévisibles, avant même d'être pleinement formulées. Cette immunité ne naît pas de la théorie ou de la lecture. Elle est forgée dans l'expérience directe. Jung observait que les empathes éveillés avaient traversé, souvent à un degré extrême, toutes les formes de guerre psychologique que l'être humain est capable d'exercer. Manipulation narcissique, chantage affectif, triangulation, gaslighting, campagne de dévalorisation, renversement des rôles, conditionnement émotionnel prolongé. Vous n'avez pas seulement survécu à ces dynamiques. Vous les avez comprises de l'intérieur. Vous les avez intégrées au point de pouvoir les reconnaître instantanément, sans charge émotionnelle. À ce niveau, lorsqu'une personne tente de vous manipuler, il ne se passe plus rien à l'intérieur. Pas de réaction viscérale. Pas de besoin de se défendre. Pas d'envie de convaincre ou de s'expliquer. Il ne reste qu'une observation froide et précise du mécanisme en cours.
Vous voyez la tactique, vous anticipez l'étape suivante, et vous savez exactement pourquoi elle échouera. Cette clarté est si totale qu'elle peut rendre la manipulation presque ennuyeuse. Le jeu est terminé parce que vous êtes sorti du jeu. Notez que cette souveraineté ne se limite pas aux relations individuelles. Elle s'étend aux systèmes entiers. L'empathie éveillé devient capable de percevoir la manipulation politique, le conditionnement culturel, la psychologie publicitaire, les récits collectifs destinés à maintenir la conformité et la peur. Là où la majorité voit des vérités évidentes, vous percevez des constructions, des récits orientés, des mécanismes de contrôle subtils. Et une fois que cette vision s'est installée, elle ne disparaît plus. Mais ce pouvoir va encore plus loin. Il inclut l'immunité à vos propres mécanismes d'automanipulation. Vous êtes capable de voir quand vous vous mentez à vous-même, quand vous rationalisez une décision par confort, quand vous justifiez un compromis par peur, quand vous glissez vers le déni pour éviter une vérité inconfortable. Vous devenez l'observateur de votre propre psyché, avec suffisamment de distance pour intervenir avant que les anciens schémas ne reprennent le contrôle. C'est une liberté intérieure rare, mais exigeante. Cette lucidité a cependant un prix élevé. Elle crée un isolement profond. Vous vivez dans une réalité que beaucoup ne perçoivent pas. Là où d'autres voient des interactions normales, vous voyez des jeux de pouvoir. Là où d'autres trouvent du réconfort dans des récits collectifs, vous percevez des illusions partagées. Vous êtes éveillé dans un monde qui fonctionne encore largement sur l'endormissement psychologique. Et vous ne pouvez plus participer pleinement à ce rêve collectif. Jung avertissait que cette capacité à voir trop clairement rend impossible le retour à l'innocence. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas voir ce que vous voyez. Vous ne pouvez plus vous réfugier dans les illusions rassurantes qui rendent la vie supportable pour la majorité. Cette position d'observateur lucide vous place en marge, parfois même au bord de l'exclusion invisible. C'est le prix de la souveraineté psychologique. Le cinquième et dernier pouvoir caché est celui que Jung considérait comme le plus avancé et le plus rare, la capacité à contenir le paradoxe sans s'effondrer dans une pensée binaire. À ce stade, l'empathie éveillé peut maintenir simultanément plusieurs vérités contradictoires sans chercher à les réduire à des catégories simplistes. Vous pouvez aimer quelqu'un tout en reconnaissant qu'il est nocif pour vous. Vous pouvez comprendre la souffrance d'une personne tout en maintenant des limites fermes. Vous pouvez saisir les raisons d'un acte blessant sans l'excuser ni l'accepter. Jung appelait cela la fonction transcendante. La capacité de maintenir la tension entre les opposés jusqu'à ce qu'émerge une position plus large, capable de contenir les deux sans les nier. Là où la plupart des individus ont besoin que les choses soient entièrement bonnes ou entièrement mauvaises, l'empathie éveillé accepte que la réalité humaine soit complexe, ambiguë et souvent inconfortable. Cette capacité s'étend à la relation que vous entretenez avec vous-même. Vous pouvez reconnaître vos forces sans nier vos failles. Assumez vos erreurs sans vous effondrer dans la honte. Honorez votre évolution sans prétendre qu'elle est terminée. Cette tolérance à la complexité morale est profondément déstabilisante pour ceux qui fonctionnent encore en noir et blanc. Ils veulent que vous choisissiez un camp, que vous condamniez ou que vous idéalisiez, que vous simplifiez ce qui les met mal à l'aise. Et lorsque vous refusez de réduire la réalité à des jugements simplistes, ils interprètent cela comme de l'indécision ou un refus de prendre position. Jung insistait pourtant sur un point essentiel, cette capacité n'est pas une faiblesse, c'est une évolution. Pouvoir contenir la complexité du réel sans que votre psyché ne se fragmente est l'un des sommets de la conscience humaine. Cela vous rend rare, mais aussi difficile à comprendre, même pour ceux qui vous sont proches. Vous n'êtes pas au-dessus des autres. Vous opérez simplement à un autre stade de développement. Et cette différence crée un écart qui ne peut pas toujours être comblé par l'explication. Si vous vous êtes reconnu dans ces 5 pouvoirs, Jung vous dirait quelque chose de fondamental. Ces capacités ne sont ni symboliques ni théoriques. Elles émergent naturellement lorsque l'empathie a achevé le processus d'individuation. Elles sont réelles, fonctionnelles et porteuses d'une responsabilité immense. Vous voyez ce que d'autres ne voient pas. Vous transformez ce que d'autres absorbent. Vous déclenchez ce que d'autres évitent. Vous résistez à ce qui piège la majorité. Vous supportez une complexité que peu peuvent tolérer. Cela vous rend puissant, mais aussi isolé. Et c'est précisément pour cette raison que l'usage de ces capacités doit être guidé par le discernement. Tout le monde n'a pas besoin de votre lucidité. Toute situation ne requiert pas votre présence catalytique. Toute manipulation n'a pas besoin d'être exposée. Toute vérité n'a pas besoin d'être dite. Jung soulignait que ces pouvoirs servent une fonction collective plus vaste. Ils ne sont pas faits pour dominer, mais pour permettre l'évolution de la conscience.
En voyant clairement, vous rendez la clarté possible. En transmutant l'énergie, vous empêchez la propagation du toxique. En catalysant l'éveil, vous accélérez la croissance collective. En incarnant la souveraineté psychologique, vous montrez qu'il est possible de ne pas être contrôlé. En acceptant le paradoxe, vous démontrez que la complexité peut être vécue sans s'effondrer. Si ce contenu résonne profondément en vous, si vous sentez que ces mots mettent enfin des termes sur une expérience que vous portiez en silence, alors c'est maintenant qu'il faut vous abonner à la chaîne. Ce travail est destiné à celles et ceux qui ont dépassé les explications superficielles et qui cherchent une compréhension réelle, exigeante et honnête de la conscience humaine. Ce n'est pas un chemin confortable, mais c'est un chemin lucide. Et dans un monde saturé d'illusions, la lucidité est devenue une nécessité. Vous n'êtes pas en train d'imaginer ses capacités. Vous n'êtes pas déconnecté. Vous avez simplement achevé un processus que la majorité n'entamera jamais. Et ce que vous portez, aussi lourd soit-il parfois, est exactement ce dont le monde a besoin pour commencer à se réveiller.